soir, le 18-20, Julien Bugier. Avec notre invitée ce soir à 18h19, elle est l'un des visages de la politique économique française et donc de la stratégie de relance présentée par le Premier ministre il y a quelques jours. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre déléguée à l'industrie. Permettez-moi d'abord de vous poser la question. Avez-vous été en contact avec le Premier ministre Jean Castex depuis samedi ? Alors, heureusement non, j'oserais dire. Et comme j'étais qu'à contact quasiment ces 2 dernières semaines, donc vous n'êtes plus qu'à contact. Je ne suis plus qu'à contact. Et vous êtes sorti de votre quatorzaine. Exactement, bien. Vendredi. On peut partir pour l'interview alors. Merci Agnès Pannier-Runacher de cette précision. Alors on va parler de relocalisation, on va parler de cette filière hydrogène aussi. D'abord je voudrais vous poser une question sur la relance de l'économie. On en a beaucoup parlé ici même dans le studio à l'issue de la présentation faite il y a quelques jours par Jean Castex. Vous aviez dit il y a quelques temps, oui, il faudra que les Français travaillent plus pour relancer l'économie. C'est un discours que l'on entend beaucoup dans le débat public, notamment au sein du MEDEF. Pourriez-vous préciser votre pensée quand vous dites travailler plus? De quelle manière comptez-vous appliquer ce travailler plus? Alors, précision, puisque la question portait sur les indépendants et que la question c'était leur retour au travail et la possibilité pour eux, et je rappelle qu'on était dans un moment de confinement, les restaurateurs ne voyaient pas le bout du tunnel, et clairement pour cette population-là, la question du travail elle se pose dans des termes différents. Pour eux, il faut retrouver une activité normale. Et effectivement, il y a un enjeu de se retrousser collectivement les manches et de permettre à chacun de pouvoir rattraper. Et je pense en particulier à ces professions qui, aujourd'hui, ne peuvent pas fonctionner de manière normale. Vous pouvez demander à un gérant de discothèque. Mais donc ce travailler plus, revenir au travail. Ça n'est pas comme l'entend évidemment Geoffroy Drault de Bézieux, le patron du MEDEF, à destination des salariés dans leur ensemble. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que l'activité économique, c'est aussi beaucoup d'indépendants. Je les ai beaucoup défendus ces 2 dernières années. Nous avons aujourd'hui fait le choix d'avoir un ministre délégué aux PME et aux TPE, et particulièrement aux indépendants, parce que c'est eux qui vont encaisser le plus fortement la crise. Ils ont moins de filets de sécurité classiques, sociaux, comme beaucoup de salariés, et il va falloir être très au contact, très proche d'eux, pour s'assurer qu'ils passent ce cap. Je vous pose la question parce qu'il y a 2 leviers pour relancer la France. Il y a les entreprises. Le plan est basé beaucoup sur l'offre et non pas la demande. Or, ce matin, on a les chiffres de l'INSEE qui sont tombés et ils n'augurent rien de bon avec une contraction attendue du PIB de 9%. Les ménages ne consomment plus. C'est un fait. Ils n'ont plus confiance en l'économie, donc ils ne consomment plus. Beaucoup d'épargne sont sur les comptes en banque, mais ils ne consomment pas cet argent. Pourquoi dans le plan de relance ne figure aucune mesure justement pour inciter les Français à consommer ? Alors, il y a beaucoup de mesures qui figurent sur ce volet-là, et notamment sur le volet solidarité. L'augmentation de l'allocation scolaire, c'est une aide directe qui tombe directement sur le compte en banque des Français. Donc, mais c'est pas de la consommation supplémentaire. Exemple. Ah bah si vous avez 100 € de plus à consommer sous forme d'un chèque, c'est précisément le contraire de ce que vous dites. Mais pour aller peut-être plus loin, ce que vous dites est très intéressant, effectivement. D'abord, on avait prévu moins 11% du PIB. Et nous restons à ce stade sur cette prévision. Moins 9%, ça veut dire que le plan d'urgence que nous avons déclenché a permis de tamponner une partie de la perte de valeur, de richesse de notre pays. L'économie. La deuxième chose, c'est que précisément, les gens sont inquiets sur l'économie. C'est pas une question de pouvoir d'achat aujourd'hui. On sait d'ailleurs que les Français... Sauf pour ceux qui perdent leur job quand même. Pour le moment... Vous avez 700 000 emplois comparés aux États-Unis. Je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait la même équation. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que vous avez 100 milliards d'euros qui ont été épargnés par les Français. Pourquoi ils ne consomment pas aujourd'hui? Pour ceux qui ne sont pas en situation le plus modeste, encore une fois, que nous avons accompagnés avec des mesures dédiées. Mais pour les autres, c'est parce qu'ils ont peur peut-être de ne pas voir comment l'avenir va se faire. Manque de confiance. Et c'est tout l'enjeu de relancer l'économie en permettant aux entreprises de leur garantir leur job. Sur la question des relocalisations, qui est votre cœur de sujet d'une certaine manière, 1 milliard d'euros d'aide est promis aux entreprises qui investissent en France, 5 secteurs éligibles, l'agroalimentaire, je parle sous votre contrôle, la santé, l'électronique, l'industrie comme les matières chimiques et l'industrie du mobile, de la 5G notamment avec les objets connectés. Avez-vous déjà des entreprises candidates pour relocaliser en France? Oui, tout à fait, parce que ces secteurs, on les a sélectionnés sur la base d'enquêtes que nous avons fait avec des économistes et également avec les filières stratégiques. On a organisé en France 18 comités stratégiques de filières, dont l'électronique, dont l'agroalimentaire. Donc et ils combien nous ont d'entreprises concrètement remonté des projets.
Aujourd'hui, sur mon bureau, il y a une quarantaine de projets. Maintenant, il faut des les instruire. Grosses entreprises ou plutôt des PME? Vous avez de tout, des PME, beaucoup de TI, effectivement, et ce sont des projets dont la matérialité va de 50 salariés jusqu'à plusieurs centaines de salariés. Est-ce que ça sera suffisant, Agnès Pannier-Runacher, pour convaincre les entreprises de fabriquer français cette aide et cette subvention et cette enveloppe de 1 milliard? Le coût horaire du travail en France, on le sait, est l'un des plus élevés en Europe, 34,30 €, c'est plus qu'en Allemagne, c'est plus qu'en Italie, c'est plus qu'en Espagne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de compétitivité, même avec la baisse de l'impôt des entreprises que vous avez décidé dans le plan de relance? Alors déjà, dans l'industrie, le coût du travail est légèrement inférieur à l'Allemagne. Ça, c'est un premier pas qu'on a franchi ces dernières années. Mais effectivement, attention, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a l'Italie. Ils ne sont pas manchots en industrie et c'est cette compétitivité-là qu'on doit aller chercher. Et vous comprenez ma question, est-ce qu'on peut encore fabriquer français dans l'industrie? Oui. On en a la preuve. On a relocalisé déjà des productions en France. Lorsqu'on a remis le moteur des grands camions chinois à Bourbon-Lancy, c'est une fabrication en France qui était délocalisée. Alors, comment on fait? Mais pour combien de départs à l'étranger? Est-ce que le solde à la fin est Aujourd'hui, positif? vous n'êtes plus sur une logique de délocalisation massive, vous pouvez être sur une logique de restructuration, c'est-à-dire que le carnet de commandes diminue et vous diminuez vos sites et vous pouvez être plus sélectif avec certaines géographies par rapport à d'autres. Mais bien sûr, ça peut marcher. On a la preuve. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il faut moderniser l'industrie. Lorsque vous utilisez les nouvelles technologies, les machines à commande numériques, la fabrication additive ou l'imprimante 3D pour le commun des mortels, vous avez des coûts de revient des pièces beaucoup plus compétitifs et surtout, vous avez des cycles de développement beaucoup plus courts. Donc, vous répondez tout de suite à votre client. Bien. Et là, vous gagnez le fait de produire des petites séries à proximité de votre client. Est-ce que vous avez vu passer cet article récent de Marianne qui indiquait que Peugeot serait en passe de délocaliser la conception de sa prochaine gamme en Inde? L'État détient 12,5% de PSA. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Alors, ça, c'est des ingénieurs qui travaillent pour Peugeot en Inde. Oui. Ça fait déjà des années. Ça fait des années. Voilà. Et il y a des ingénieurs qui travaillent en France, en Inde, donc c'est une présentation biaisée de la chose. Vous répartissez le travail. Moi, quand je travaillais chez Faurecia, parce que j'ai travaillé dans la sous-traitance automobile, une partie des dessins de conception assistée par ordinateur était faite en Inde. Est-ce que c'était la partie qui avait le plus de valeur ajoutée? Non. Donc l'important, c'est que les véhicules de demain chez PSA seront bien fabriqués en France. Je pense que pour les opérateurs, ce qui est important, c'est qu'effectivement les sites de Sochaux et les autres sites de Peugeot aient un avenir et qu'on remette de la fabrication. Après, attention, est-ce que les Français sont prêts à payer 1 000 € de plus une petite voiture? Non, ils ne peuvent pas se le permettre. Est-ce que sur les gammes, ce sont les véhicules de demain, donc on peut imaginer les véhicules de demain, vous avez des équivalents de 208. Il y aura encore des petites voitures demain. Il y aura aussi des véhicules plus importants, des voitures électriques. Et là, on est compétitif lorsqu'on est sur des modèles un peu plus gros, un peu plus familiaux. Merci beaucoup pour ces explications, Agnès Pannier-Runacher. Merci.